Alors, le trésor abrité par le Parthénon, c'est autant matériellement, donc cet alliage massif d'or et d'ivoire, que formellement l'effet de réalisme produit sur le spectateur. Donc, comme je vous le disais, donc la priorité de l'effet produit. Ce que contestera donc la philosophie, en tout cas Platon, avec justement donc cette anecdote que je rappelais à propos de Socrate. Socrate qui bataillera contre les sophistes, tout au moins sur la scène des dialogues de Platon. Socrate considère que la vérité, ce n'est pas ce qui peut être tranché par un individu dans la variabilité de son opinion. Donc Socrate pourra considérer que la condamnation qui va le conduire donc en prison est le fait de calomnie, mais il considérera que un invariant ne doit pas être contesté, ça sera celui de la loi. Et cet invariant-là, c'est justement celui qui risque d'être menacé si l'on considère que finalement l'opinion pourrait primer sur la loi. Et que par exemple, donc, l'opinion par exemple de Phidias sur son innocence pourrait primer sur la nécessité pour lui de se plier à un ordre qui le dépasserait. Donc cette priorité donc, de l'effet, ce serait en fait plus cela, si vous voulez, le trésor, mais qui pourrait se révéler un poison, que matériellement parlant, la matière dont est construite donc cette statue. C'est-à-dire ce trésor, ce serait celui d'une liberté individuelle, mais qui peut être dangereuse. Alors, tout à l'heure, nous avions donc une image 3D. Là, nous revenons toujours à cette statue monumentale telle qu'elle a été construite à Nashville. Et si vous avez des questions, je m'arrêterai dans un quart d'heure. Je pourrais vous donner des détails sur ces images. La divinité, donc, apparaît ou s'incarne dans une forme humaine. Cet effet de réalisme, c'est d'abord cela. C'est que ce divin auquel Phidias se réfère, il s'agit d'Athéna avec tous ses attributs. Vous avez d'ailleurs donc sur le socle aussi une sculpture, mais cette fois-ci pas en ronde bosse, comme cette statue d'Athéna elle-même, mais vous avez une sculpture là en relief, où vous avez donc une scène mythologique, et ces scènes mythologiques ne peuvent s'interpréter que dans le cadre d'une tradition, comme Athéna elle-même tient son identité de la tradition. Son identité, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est celle d'être la mère des Athéniens, une mère un peu particulière, puisque elle-même est née toute armée du cerveau de Zeus. Alors là, on a bien un commencement donc, absolu, un commencement à partir de rien, et sa naissance n'est pas une reprise. C'est bien un absolu, quelque chose qui ne peut pas subir de variation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une Athéna, par exemple, qui n'aurait pas été d'emblée sage. Elle est l'incarnation même de la sagesse. Elle est la sagesse, puisqu'elle est donc en filiation directe avec Zeus. Elle est d'autant plus sage. On parlait avec certains auditeurs du machisme grec et du fait qu'il pouvait venir de loin. Et la sagesse d'Athéna, elle l'attire du fait qu'elle naît du cerveau d'un homme.
et qu'elle court-circuite le féminin tout en étant justement paradoxalement elle-même femme. Mais c'est une femme qui court-circuite le féminin, qui dépasse le féminin d'emblée, puisqu'elle naît indépendamment donc, du ventre maternel, et elle-même va donner naissance aux Athéniens, indépendamment de son ventre, à elle, ce qui fonderait sa féminité. Mais à ce moment-là, sa non-absoluité, puisqu'en fait, elle engendre les Athéniens de manière indirecte, d'ailleurs par le nom, plus par le nom et l'esprit, que matériellement parlant, puisque le mythe raconte, et le temple reprend donc dans ses frises donc extérieures cette naissance, on en avait parlé donc l'année dernière, donc reprend donc la naissance d'Athéna donc toute armée du cerveau de Zeus, mais aussi donc fait écho à la naissance des Athéniens, les Athéniens donc qui naissent de la terre même, ils sont autochtones, c'est pareil, ils n'ont pas comment dire une origine qui serait celle d'une reprise, qui impliquerait des territorialisations ou en tout cas des migrations. Ils se pensent nés de la terre même, de manière absolue, auto, même, tone, la terre. Et quel est le rôle d'Athéna? Eh bien, elle a été simplement l'occasion de cette naissance, puisqu'en fait, le mythe raconte donc Héphaïstos, associé aussi à la sagesse donc artisanale, c'est le dieu forgeron, donc poursuit de ses assiduités, de son désir procréateur, on va dire donc cette déesse qui reste vierge, mais donc une goutte de sperme tombe donc sur le sol athénien et émerge donc le premier roi mi-homme, mi-serpent, d'où la présence d'Eryctonios, ce serpent que vous voyez en fait lové dans le bouclier donc d'Athéna. Ce serpent, en fait, associé au bouclier, donc qui serait aussi donc un bouclier donc frontière, protecteur, divin, tout en or. Et bien donc cette frontière, cette première frontière, elle garantit, elle protège aussi bien qu'un bouclier, et voire mieux, une identité absolue des Athéniens par rapport à leur identité à la terre. Le fait que le serpent, qui pour nous peut représenter justement d'ailleurs parce que nous sommes dans une culture qui est dans la reprise de ces mythes et dans leur mise à distance. Le serpent pour nous, ce sera plutôt l'archaïsme, tout ce qui est chtonien, la possibilité du mal, du sauvage. Et bien là, dans l'origine, dans l'archaïque, on a plutôt le pur, l'absolu, d'une naissance qui serait donc comment on pourrait dire hors du temps d'une certaine manière, d'un coup, comme la naissance d'Athéna elle-même. Eh bien, cette absoluité-là, elle va être remise en question à partir du moment où, d'accord, vous faites écho à ces mythes, mais en même temps, vous donnez à Athéna des traits qui sont ceux d'une femme, des traits humains, et vous le faites d'ailleurs avec la matière, cet ivoire, c'est-à-dire que l'or qui rappellerait donc la divinité, mais cet ivoire qui rappelle la peau, la fragilité de l'être humain, derrière justement ce bouclier d'or, ou de cette frontière donc, qui serait celle d'une identité absolue. Vous avez donc cette fragilité donc, de l'ivoire qui produit cet effet donc, de réalisme. Certes, cette statue est monumentale, certes, elle nous renvoie au divin, mais le divin, finalement, ça peut être de l'humain. Les dieux ressemblent aux hommes. C'est ce renversement aussi que produit donc la liberté artistique d'incarner les dieux de la tradition sous une forme humaine. Autour de ce temple, vous avez un rituel qui n'a pas été fondé par Périclès, mais auquel Périclès redonne un sens en reconstruisant le Parthénon. Vous avez les Panathénées qui rendent hommage justement de manière traditionnelle à la statue d'Athéna, mais on fait que tourner autour du temple. Le rituel, le sacrifice a lieu
dans un autre temple qui, lui, garde sa fonction traditionnelle, alors que cet autre temple autour duquel on tourne donne une dimension donc tout autre à cette tradition. Alors cette tradition qui est à la fois, donc, je vous dis, reprise, mais en même temps complètement donc, dépassée vers autre chose qui, du point de vue donc, du philosophe qui aussi parle à partir donc, de cette possibilité nouvelle de questionnement, mais le philosophe qui s'inquiète du risque de cette liberté soudaine prise par rapport à la tradition, eh bien considérera que bien sûr il y a idolâtrie comment dire, de placer le divin sous une figure humaine, même si ça flatte le spectateur justement. La divinité donc apparaît ou s'incarne dans une forme humaine pour l'individu qui peut ainsi s'identifier donc à son origine. Et s'identifier à son origine, c'est le risque qu'on perde son origine, que cette origine ne soit plus un modèle, mais que nous devions paradoxalement le modèle de notre origine. Et si nous devenons le modèle de notre origine, il n'y a plus de modèle. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'origine ou de copie, et c'est ce que Platon donc appellera le règne du simulacre. On ne fait plus la distinction entre ce qui est premier et ce qui est second. Si les dieux se manifestent sous des formes humaines, donc c'est la parole de l'athée. C'est pas les dieux qui inventent les hommes, c'est les hommes qui inventent les dieux sous leurs traits. Donc c'est le risque qu'il n'y a plus de la confusion, si vous voulez, entre le modèle et la copie, et du coup la perte d'une vérité au sens d'un invariant. L'invariant que défend justement la tradition, dans une répétition justement qui n'est pas une reprise au sens de rejouer la pièce autrement, mais ce n'est pas la rejouer, c'est la continuer sous une même forme qui respecte la précession non pas du simulacre, mais la précession donc de l'absolu, mais d'un absolu du coup qu'on ne peut pas représenter sous cette forme. Donc d'où l'idée que l'autel auquel on rendait donc traditionnellement hommage à Athéna, lui était associé à une statue qui n'avait absolument pas cette forme et qui était bien plus abstraite, mais qui laissait donc cette priorité donc, à un absolu qu'on ne pouvait pas donc, représenter et interpréter donc, librement comme Phidias a osé le faire. Alors nous avons donc le fameux statut, la fameuse statue, mais la vue de profil, avec donc ce bouclier derrière lequel vous avez donc cette origine absolue, mais qui est là complètement rejouée, d'une certaine manière déjouée par cette œuvre, tout en finalement en artifice. Donc les matériaux, donc l'or et l'ivoire, scellent l'unité du divin et de l'humain. Au sens où on pourrait dire que l'or, c'est cet éclat divin, mais c'est aussi matériellement et plus prosaïquement le butin de guerre, celui qui a été gagné avec Marathon. Cette fameuse bataille qui va permettre donc aux Grecs, aux Athéniens, de construire donc ce Parthénon et qui va permettre aussi à donc Périclès d'asseoir son pouvoir d'une manière démocratique contre donc un rival qu'il va finir par ostraciser et qui aura aussi commandé à Phidias en commémoration d'une de ses victoires à lui. Il s'agit du stratège Simon. En fait, Simon commandera une statue, on verra, d'Athéna qui sera aussi colossale, et mais qui ne bénéficiera pas comment dire, de cet écrin que va être le Parthénon. Mais donc dans sa rivalité donc avec Simon, donc Périclès donc utilise tout l'argent de ce butin, et bien sûr on pourra aussi lui reprocher. Donc cet argent, donc, il est dans cet or, dans cette tonne d'or, qui rappelle donc peut-être la puissance divine
qui aurait donné l'avantage aux Athéniens, hein, mais qui matériellement est le risque que ce butin soit détourné ou soit utilisé au profit de l'avantage de Périclès, sinon de Phidias. De Périclès pour finalement faire valoir son nom à lui, hein, pour l'emporter lors du vote, alors que justement on pouvait reprocher à son prédécesseur d'avoir pu commander aussi donc une Athéna, hein, alors une Athéna, là c'est l'Athéna Parthénos, la Vierge, d'où sans doute hein, c'est le sens aussi donné à la blancheur de l'ivoire, hein, sens immaculé, celle qui sera la première œuvre de Phidias, hein, l'Athéna donc qui sera donc commandée par le concurrent, hein, l'adversaire de Périclès. Elle sera une déesse combattante, mais on reprochera à Cimon de peut-être avoir aussi voulu servir sa propre renommée à lui, son propre nom d'individu, alors que pour gagner une guerre, le stratège, bien sûr, n'est pas non plus donc comme l'artiste, hein, l'origine hein, de la victoire. Elle se gagne à plusieurs, comme une œuvre se fait aussi à plusieurs. L'or, alors cet éclat donc divin, mais aussi donc le butin donc de guerre, donc hein, ce risque que finalement on détourne hein, le caractère absolu du divin. Et puis donc l'or, on avait dit donc c'est aussi le bouclier qui protège, hein, mais c'est peut-être aussi la valeur elle-même, mais comme en temps de crise, quand justement on ne sait plus ce qu'est la valeur. Hein, et lorsqu'on ne sait plus ce qu'est la valeur, effectivement, hein, l'or peut devenir matériellement le refuge, mais quand justement on a perdu le sens de ce que pouvait être une valeur, hein, son caractère absolu, qui fait l'unité entre les hommes. Là, donc l'ivoire, hein, en contrepoint, c'est la peau dans sa blancheur, donc je disais donc immaculée. Là, c'est l'Athéna Parthénos, hein, immaculée, donc au sens où cette déesse est vierge. Et elle est fragile parce que là, c'est la peau au sens où l'homme, justement, n'est pas une frontière absolue, d'autant moins s'il perd ce qui le fonde de manière traditionnelle. Alors là, pour bientôt terminer et vous laisser donc la possibilité donc, hein, d'un questionnement sur ces images ou d'une ouverture possible, il y a donc ce fameux, cette autre œuvre donc, de Phidias. On ne sait pas si elle est postérieure, elle l'est en tout cas sans doute, dans le sens où en fait, même si le temple à Olympie a été construit avant le Parthénon, la statue a été réalisée après, hein, contrairement à ce que je vous disais pour la statue d'Athéna, hein, qui a été pensée, donc, enfin, pour laquelle le Parthénon a été pensé donc, ensuite, d'une certaine manière. Hein. Donc là, il y a de fortes chances que c'est par la réputation acquise de la statue, donc Parthénos, enfin l'Athéna Parthénos, hein, du Parthénon, qu'on a fait cette commande à donc Phidias, hein, pour Olympie. Et là, elle est aussi donc d'or et d'ivoire, est considérée donc comme une merveille du monde. Hein, cette idée que un individu puisse donc produire une valeur reconnue au-delà même de l'échelle de ses compatriotes, hein, c'est effectivement beaucoup pour un individu. Hein, que les pyramides ou que la pyramide de Khéops hein, puisse effectivement devenir patrimoine hein, d'une humanité, hein, merveille d'un monde, on peut le comprendre, mais qu'un individu donc, puisse associer son nom à donc, ce qui pourrait devenir une valeur universelle, ce serait d'une certaine manière le pari fou hein, de cette naissance de l'art hein, qui va se jouer en Grèce, mais c'est aussi le pari fou d'une certaine manière de la démocratie s'étendant justement à l'échelle du monde, hein, où des individus hein, pourraient inventer des valeurs, non pas donc
par rapport à des relations et à une histoire locale, hein, mais par rapport à un avenir commun universel. Une forme de démesure comme ça, hein, qui nous est rappelée donc par cette double œuvre, hein, qui est ce Zeus, hein, revu donc par Phidias. Hein, c'est un assemblage aussi complexe, hein, de couches d'or amovibles. Bon, c'est bien le problème, hein, que ces couches d'or puissent être détachables, hein, puisque on a soupçonné qu'elles ont pu profiter à Phidias. Donc sur une charpente ou squelette de bois, hein, ce travail nécessitait donc une équipe d'artisans, hein, c'est ce que je vous disais il y a quelque temps, hein, alors que justement ces artisans, hein, charpentiers, orfèvres, ivoiriers, et il y en avait d'autres, hein, puisqu'il y avait aussi c'était sans doute incrusté de pierres précieuses, eh bien on oublie leur nom, hein, au profit donc d'un individu osant se représenter dans ses œuvres. Alors c'est ce qu'on a pu justement, indépendamment du vol, hein, on l'a accusé de détourner à son profit donc, la valeur matérielle de ses œuvres et pas simplement donc, la valeur symbolique de ses œuvres. Hein, donc s'approprier la tradition en mettant son nom et pas celui finalement, hein, du dieu en avant, eh bien on lui a reproché en tout cas, hein, de s'être portraituré lui-même, hein, de s'être représenté lui-même. Et là, on a bien aussi quelque chose qui est moderne, parce que ça se rejouera à la Renaissance. Alors que pendant le Moyen-Âge, d'une certaine manière, l'art retrouvera une dimension symbolique dans laquelle l'individu disparaît dans ce symbolisme. Hein, la reprise du réalisme en art à la Renaissance, avec les effets perspectives, et c'est bien cela qui est recherché, hein, dans l'effet perspective, c'est-à-dire l'effet sur le spectateur. Et bien quand la Renaissance, donc, et le mot Renaissance est intéressant, hein, ce sera bien effectivement aussi fonder la modernité, hein, par une reprise, hein, et bien et il y aura aussi des artistes qui se feront connaître parce qu'ils se représenteront aussi dans leurs œuvres. Hein. Mais alors qu'on pourrait croire que c'est inédit à la Renaissance, en fait, ça se serait déjà fait au moment même où on pourrait lire déjà donc une naissance de l'art au sens moderne avec Phidias. Donc on lui reproche de se représenter donc dans ses œuvres. Et pour terminer, donc là on a la maquette là, de Zeus dans son temple à Olympie. Mais alors ce temple a été pas reconstruit et il n'en reste presque aucun vestige. Je crois que quelques colonnes sont encore debout. Le Parthénon, hein, est dans un état bien meilleur. Donc c'est pour ça qu'on va terminer donc, sur le Parthénon et toute la structure, hein, du Parthénon sur l'Acropole. Alors avec ce plan où justement donc, hein, par numéro, oui, parce que je sais pas, oui, le pointeur, vous n'allez pas le voir. En fait, donc, alors, on reconnaît bien donc, hein, la structure du temple en 12, qui est donc le Parthénon. La statue, en fait, dans le temple, je vais, comment dire, vous la montrer en coupe. Là, c'était bien plus loin. Alors en fait, quand je vous disais c'était une salle de trésors, enfin un coffre-fort, hein, coffre-fort parce que la statue a elle-même donc déjà beaucoup de valeur, mais derrière la statue, il y a vraiment une salle de coffre, hein, qui en fait, donc alors si on se rapproche un petit peu, alors la statue dont je vous parlais, la première donc œuvre de Phidias, en fait, c'est celle que vous voyez là, à la gauche du temple. Là, vous avez donc l'entrée, là, les propylées. Vous avez donc le temple, là, le Parthénon, là, donc vous avez la façade donc ouest. En fait, sur cette façade ouest, vous avez donc la salle de trésor,
et en fait la statue d'Athéna ouvre sur l'est, le soleil donc levant dans l'autre partie. Donc il y a bien cette partie trésor, et donc lors des processions, donc on tourne autour du temple, mais en fait le rituel a lieu en fait dans un petit temple à côté, où vous avez donc une statue donc qui n'a pas cette dimension donc sur laquelle nous sommes attardés. La première statue donc, qui avait été commandée par Phidias, c'est celle donc, de l'Athéna dite Athéna Promachos. Donc, autant l'Athéna donc Parthénos est paisible d'une certaine manière, bien qu'elle reste armée, c'est la paix armée de Périclès. Là, c'est l'Athéna Promachos, on le verra de plus près, elle est bien plus guerrière, elle est aussi monumentale, mais elle ne dépasse pas les 10 mètres, elle est en bronze. Et le bronze, en fait, de la pointe de sa lance et de son casque brillait, puisqu'on dit qu'en fait, on pouvait le voir de la mer même. Donc, aussi Phidias commence par le monumental, mais répond donc à cette première statue, celle de son rival, commandée par son rival Périclès, donc qui est dans cet écrin-là, qui écrase finalement cette première statue. Il y a une sorte de rivalité là, dans les constructions, qui donc s'appuie sur une tradition, mais dans un esprit donc tout autre, qui est là plus une compétition, si vous voulez, pour des prestiges finalement personnels. Donc là. Alors, oui, plus près, donc, grâce à une image 3D, puis on va arrêter. Donc, on a donc, cette Athéna Promachos, donc la façade ouest du Parthénon. Ce Parthénon, je vous disais que, en fait, je me servais pour la reconstruction de la statue donc, de Phidias telle qu'elle avait été reconstruite aux États-Unis, donc pour le centenaire justement justement de la naissance justement de l'idéal américain donc pour la liberté. Vous avez ici donc la reconstruction donc grandeur nature de ce Parthénon, et avec à l'intérieur donc les fameuses statues. Autrement, donc pour le plan là du Parthénon, donc ouest à la salle des trésors en fait, donc elle est donc ici, trésor de la cité. La statue donc est placée ici, et en fait ces colonnes là c'est aussi ce qui est complètement novateur là dans l'architecture, pour servir donc le prestige ou l'effet produit de la statue. En fait, vous avez ces colonnes qui reprennent, si vous voulez, la continuité des colonnades extérieures, pour faire comme un cadre au sens pictural, donc pour cette statue donc Ronde-Bosse, qui joue donc sur l'effet scénique. Voilà, vous avez une mise en scène théâtrale absolument essentielle, qu'on pourra associer d'ailleurs à la naissance donc, de la démocratie, au fait que Périclès, qui est très riche, indépendamment de ses butins de guerre, très riche de naissance, à 20 ans, alors qu'il comment dire, est relativement discret encore, il use de son argent pour donner une représentation théâtrale, et Périclès, d'une certaine manière, fera beaucoup pour l'art, mais pour le théâtre. Et en fait, l'art qui s'invente, c'est un art effectivement pour les spectateurs, pour l'effet produit, un art théâtral. Et on pourra dire aussi la démocratie, c'est aussi la mise en scène, la théâtralisation de la parole et de l'effet que la parole peut produire et du pouvoir qu'elle peut avoir, pas simplement justement pour répéter la tradition, mais pour ouvrir sur un sens nouveau
hein, et ça sera aussi de celui donc, que gardera donc, la modernité, hein, cette possibilité d'ouvrir sur un sens toujours nouveau, hein, par une parole qui se donne toujours en spectacle. Hein. Alors, je vais bientôt arrêter, hein, le spectacle. Et donc, je voulais quelques notations encore, et puis vous laisser à votre tour la parole. Il y a sans doute des questions. Alors oui, des vues. Alors ce qui est intéressant aussi à leur théâtre, ce qu'il faudrait aussi noter, c'est la manière dont les peintres se sont appropriés la thématique du Parthénon et de l'Acropole et de sa reconstitution, hein. Notamment les peintres du 19e. Hein. Ce siècle de Périclès a fasciné, mais il a fasciné, comme le voulait Périclès, par rapport aux œuvres, hein, qui à l'époque, pour Périclès, était le moyen aussi de fédérer donc, hein, les cités athéniennes autour d'un universalisme athénien. Hein. Périclès, dans son éloge d'Athènes, à son oraison funèbre, veut marquer la différence avec Sparte. Hein. Les Athéniens s'ouvrent à quelque chose d'inédit. Les Athéniens ne font pas simplement que rendre hommage à leurs aïeux, s'inscrire dans la lignée de leurs aïeux. Ils sont les héritiers de leurs pères, hein, et ils distinguent les aïeux des pères. Et les pères, c'est ceux qui vont justement accoucher de quelque chose de nouveau. Et le père, c'est lui, d'une certaine manière. Sinon Zeus lui-même, hein, mais accoucher quelque chose de nouveau qui n'est pas donc en continuité, mais qui est inédit. C'est la démocratie, une démocratie qui peut s'ouvrir à l'universel. Et il y a cette dimension, hein, complètement inattendue par rapport à l'autochtonie, hein, cette dimension d'ouverture à l'étranger dont ne serait pas capable justement Sparte. Hein, mais il n'empêche que c'est bien Sparte qui comment dire, n'acceptera pas cet impérialisme athénien, hein, qui considéra que derrière cette ouverture à l'universalisme, il y a simplement la démesure d'une volonté de domination. Hein. Donc les peintres sont fascinés par ce moment athénien parce que notre culture occidentale, et on terminera là-dessus, hein, s'est construise, et occidentale au sens là, européen du terme, s'est construise avec l'idée de nation qui allait reprendre l'idéal des cités grecques, mais ou de la cité au sens de l'invention de l'art et de la démocratie, c'est-à-dire non pas n'importe quelle cité, mais de la cité qui s'est voulu à un moment de son histoire s'ouvrir à l'universel, donc la cité donc athénienne, avec une fascination des artistes pour cette reconstruction ces reconstitutions de ce que pouvait être donc cette acropole donc on pourrait donc pour renvoyer à notre image du début, hein, voir comme plus une invention en image, hein, une sorte d'abstraction, hein, capable, si vous voulez, de donner un sens à une identité moderne qui ne fait que se reconstruire, se réinterpréter, si vous voulez, hein, que se reconstruire, que se réinterpréter, comme l'artiste finalement se réinterprète quelque chose, mais d'une certaine manière en l'inventant, quoi. Hein, l'idée qu'on peut visiter l'Acropole, le Parthénon, mais que finalement il est moins matériel, il est moins concret, hein, que finalement une invention, l'invention d'une idée, hein, qui serait celle de la liberté, donner aux individus d'inventer un sens nouveau plutôt que de s'inscrire dans une tradition. Alors, inventer un sens nouveau, hein, pour le meilleur peut-être, mais sans doute aussi avec le risque du pire, qui est pour les Grecs la guerre civile, la guerre de tous contre tous. Hein, le fait qu'il y ait une compétition, si vous voulez, d'artistes ou d'orateurs qui ne cherchent que les faits produits plutôt qu'une vérité qui les dépasserait eux-mêmes, si vous voulez, hein, et qu'on aurait donc une instabilité, hein, d'un sens qui ne ferait que se chercher, mais qui se perdrait, comme l'art contemporain, d'une certaine manière, a pu finir par se perdre, hein, en ne faisant plus que valoriser des individus plutôt qu'au-delà de leur individualité, une œuvre commune,
par rapport à laquelle il garderait un sens, si vous voulez, le sens d'une humilité que la tradition pensait être, et les mythes le rappellent, hein, vraiment la barrière, hein, le sens de la limite était quand même et de la mesure, le préalable à toute vie en commun, quoi. Hein, donc le sens de la mesure, je vais essayer de l'avoir en m'arrêtant maintenant et en vous laissant donc la parole si vous avez des questions sur toutes ces images, parce qu'il y en a beaucoup, hein, que je n'ai pas pu vous donner. Je vous remercie pour votre écoute.